Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo consacrée à la définition de la santé. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment savoir si vous êtes réellement en bonne santé, mais en cherchant à comprendre la santé à travers une approche holistique. Quels sont les paramètres physiologiques mais aussi psychologiques à améliorer chez chacun d'entre nous? Question qui fait préambule à une dernière vidéo où nous aborderons certains paramètres qui permettent de définir la santé à un âge moyen pour une personne, on va dire lambda. Alors, que doit être cette personne sur le plan morphologique, dans la qualité tissulaire, dans la qualité réactionnelle? Nous le verrons donc à la fin de cette série. Alors, petite précision, les vidéos que je présente sont avant tout des lieux de réflexion. Et la vocation d'un praticien naturopathe, c'est de vous ouvrir un certain champ de conscience, d'entrevoir une autre façon de comprendre et d'aborder la santé en poussant la réflexion un petit peu plus loin que ce que vous avez peut-être l'habitude de faire pour envisager ensuite une mise en pratique respectueuse des principes de la physiologie et de l'auto-guérison et de l'individualisation. Pour cela, d'abord, nous allons nous poser de nouvelles questions plutôt que de donner des recettes, comme vous pouvez les trouver habituellement sur certaines vidéos. Donc l'objectif est bien de vous conduire à une certaine autonomie, devenir acteur de votre santé et que vous cessiez de croire en une pilule magique, un produit miracle, une technique naturelle, enfin fût-elle naturelle d'ailleurs ou de synthèse, pour vous conduire à la guérison ou à une amélioration de votre santé. Voilà, la santé se gagne, se construit au quotidien, elle est certes à la portée de chacun d'entre nous, mais à la condition d'en comprendre les fondements de comment se construit la santé. C'est ce que je me vertue à enseigner dans le cadre des formations que je propose depuis plus de 20 ans, mais aussi dans mes articles, dans mes livres et à travers les vidéos sur cette chaîne. Voilà, alors essayons de comprendre aujourd'hui ce qu'est la santé d'un point de vue holistique. Penchons-nous maintenant sur l'aspect holistique de la santé. C'est quoi avoir un regard global qui intègre tous les plans de l'individu? Ne limitons pas donc la santé au simple plan physique, énergétique, car les plans psycho-émotionnels et spirituels sont aussi importants et c'est ce que je vais essayer de développer aujourd'hui. Alors, on ne peut bien sûr pas séparer la dimension purement physique de l'aspect, on va dire, psycho-émotionnel ou du niveau de développement personnel d'un individu. Qu'est-ce que veut dire holistique quand on parle de santé? En réalité, holistique vient du grec holos qui veut dire global. Vous entendez souvent parler d'une approche globale de la santé, mais on ne comprend pas toujours ce que cela signifie vraiment. Il s'agit en fait de prendre en compte à la fois la dimension physique, énergétique, mais nous allons voir aussi psycho-émotionnelle et spirituelle, qui sont des approches, des plans souvent négligés dans les techniques naturelles de santé, dans les médecines alternatives. Essayons maintenant de comprendre la santé vraiment dans son approche globale. La santé peut se définir comme la rencontre entre un capital génétique, c'est-à-dire l'inné, et votre façon de vivre, ce qu'on appelle l'acquis. Vous avez en fait un capital qui est transmis par vos ancêtres. On parle en naturopathie de constitution physique, mais aussi de mémoire, d'informations qui sont enfouies en nous et qui constituent notre potentiel de vie, qui définit un cadre à l'intérieur duquel vous allez pouvoir vous développer, vous épanouir plus ou moins. Alors, la façon dont vous allez vivre, gérer ce capital vital, ce capital santé, dépend bien sûr de votre hygiène de vie, mais aussi de votre vécu psycho-émotionnel. On appelle ça l'épigénétique. La santé, c'est un héritage, mais elle se construit en améliorant chacune des dimensions de notre être. Aujourd'hui, nous allons aborder bien sûr la partie surtout psycho-émotionnelle, mais il faut bien y comprendre que on se construit aussi d'abord dans le physique, puis dans l'énergétique et aussi dans le spirituel. Alors, si nous devions définir la santé, c'est d'abord, bien sûr, sortir de la vision manichéenne, simpliste, où il n'existerait que deux états. L'un serait l'absence de symptômes, ou état de santé, pour certains, et de l'autre, l'état de maladie, état de symptômes. Alors, vous avez sans doute entendu parler, peut-être, d'une personne qui avait une hygiène de vie
parfaite, qui n'avait pas de symptômes, qui avait des analyses sanguines très correctes, un IMC correct, qui vivait un métier qui le passionnait, et puis tout semblait aller bien. Et puis un jour, patatrac, un infarctus. Peut-on dire que cette personne, qui avait des analyses sanguines, bilan cardiaque, tension, HDL, LDL équilibré, était en bonne santé si quelques semaines après elle fait un infarctus? Eh bien, sans doute pas. Peut-être aussi, comme moi, avez-vous rencontré des personnes qui avaient aussi une hygiène de vie irréprochable, voire même exceptionnelle. Moi, j'ai connu une professeure de yoga qui était végétarienne, qui mangeait bio, qui vivait dans la nature, qui faisait de la randonnée tous les jours, qui vivait de sa passion. Elle avait un équilibre de vie, on pouvait dire quasi idéal, et elle a fini par avoir un cancer du sein. Un autre personne, bien connue, là c'était un homme, vivait dans un domaine magnifique, il ne travaillait pas vraiment, il vivait de ses rentes, il avait une cinquantaine d'années quand je l'ai connu, et puis il vivait dans un environnement idéal, il faisait aussi beaucoup de yoga, il avait même une démarche spirituelle, il s'alimentait correctement, et il a fini par se suicider, il était rongé par une souffrance dont on ne connaissait pas vraiment la cause. Toutes ces personnes, malgré leur hygiène de vie soi-disant irréprochable, et des analyses de sang, des analyses médicales qui pouvaient paraître convenables, semblaient avoir une santé parfaite, mais la réalité était tout autre. C'est-à-dire que sur le plan holistique, ces personnes-là n'étaient pas en bonne santé. Les approches, qu'elles soient allopathiques ou de la médecine traditionnelle ou des approches alternatives, oublient très fréquemment ou néglige du moins cette dimension psycho-émotionnelle enfouie qui n'est pas forcément apparente mais qui ne doit absolument pas être négligée dans la quête d'une santé optimale. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que peut être l'aspect conflictuel, l'état conflictuel dans l'approche psychobiologique des maladies. Souvent, cet état conflictuel n'est pas évalué. Alors, j'en ai parlé dans mon livre, j'en ai parlé dans la revue Néo Santé, où je publie parfois des articles que vous retrouverez facilement. Mais en santé, il s'agit d'un paramètre essentiel qui nécessite bien sûr une analyse assez fine de ce que vivent les personnes au fond d'elles-mêmes et ce qu'elles ressentent en termes conflictuels. Cette personne qui a fait un infarctus ou cet autre qui a fait un cancer du sein ou qui s'est suicidé, leur problème, vous avez bien compris, n'était pas d'ordre alimentaire, n'était pas d'ordre du fait de vivre dans la pollution ou d'être exposé à des radiations ou à la 5G ou autre chose. Bien sûr, vous avez compris que on ne peut pas considérer ces personnes en bonne santé si on ne prend pas en compte l'aspect psycho-émotionnel de leur vie. Alors, qu'est-ce qu'un état conflictuel ? Un état conflictuel d'une personne pourrait être compris comme un décalage entre ce que ces personnes vivent dans la réalité et ce qu'elles souhaitent vivre au plus profond d'elles-mêmes. Et c'est ce décalage qui crée un état de tension, ce qu'on peut appeler un stress, et qui génère une biologisation, ce qu'on appelle des conflits. Alors, c'est comme s'il existait en nous des programmes inconscients qui nous poussent à vivre parfois des situations qui ne nous correspondent pas, que nous ne voulons pas forcément, mais nous ne pouvons pas faire autrement. C'est comme si notre cerveau nous mettait face à nos propres conflits, à nos histoires non résolues. Et ces histoires non résolues sont souvent la conséquence de traumatismes, des réponses à des traumatismes passés, des stress, des mémoires particulières. Alors, nous oublions que nous venons au monde déjà avec une histoire particulière, celle transmise par nos parents ou même par des ancêtres plus éloignés. Et de cette vie, il va falloir en tirer le meilleur, mais il faut bien comprendre qu'elle peut aussi nous plomber d'une certaine façon. Et guérir, aller vers la santé, c'est aussi se libérer de ces grands traumatismes, de ces histoires du passé, pour nous construire une santé, on va dire, rafraîchie. De toute cette histoire, de tout ce passé, nous avons construit des croyances et nous mettons en place, bien sûr, des comportements qui nous mettent face à des situations conflictuelles. Alors, j'ai déjà évoqué
toutes ces choses-là dans un podcast consacré à l'approche psychobiologique des maladies. Je vous invite à y retourner, à regarder de quoi il relève, mais nous avons quand même évoqué ça aujourd'hui. Je vais juste vous expliquer ce que peut être une maladie générée par un conflit interne à travers l'exemple qui suit. On ne peut plus nier aujourd'hui, à la lumière des travaux de nombreux scientifiques, des neurologues, des psychologues cliniciens, etc., le lien qui peut exister entre un stress, un traumatisme et la biologisation d'un conflit, la somatisation pour simplifier. Alors je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez cette approche que je développe dans de nombreux séminaires. Prenons une personne par exemple qui a une cystite. Dans l'approche naturopathique, hygiéniste classique, on va modifier le terrain, modifier la flore microbienne. On estime que c'est une migration d'une flore pathogène de l'intestin vers le système urinaire. Mais dans la réalité, je connais peu de personnes qui, en modifiant simplement leur hygiène alimentaire et leur microbiote, déjà que c'est très difficile à faire, qui ont vraiment guéri d'une cystite chronique. Je parle de cystite répétitive. Alors, par contre, j'ai connu des personnes qui, en modifiant leur mode de vie, en modifiant leur vécu, leur ressenti, leur situation familiale, leur situation de vie, ont pu guérir de cela. Je m'explique. Dans l'éthologie, dans l'approche du comportement animalier, on considère la cystite, ou du moins le fait d'uriner de partout, comme un moyen de marquer le territoire. Beaucoup d'animaux, comme le guépard, comme les chiens, comme beaucoup de carnivores, oui, de mammifères en général, marquent leur territoire en urinant, en mettant leur odeur et leurs traces. Imaginons que vous pénétriez sur ce territoire-là ou qu'un animal veuille envahir ce territoire. L'animal, lui, prendra ça comme une agression. Et le moyen de mieux marquer le territoire la prochaine fois serait d'uriner de façon plus importante, comme pour mettre une barricade plus importante, une odeur plus forte pour repousser l'ennemi de cette zone-là. Si on traduit ça à l'échelle humaine, puisque nous avons gardé toutes ces mémoires ancestrales, ces comportements ou programmes archaïques de fonctionnement qui sont ancrés en nous, nous avons la même partie phylogénique, génétique dans l'histoire et l'évolution de l'humanité que beaucoup de mammifères, eh bien, face à un conflit où nous nous sentons agressés dans notre territoire, ou du moins que nous ne pouvons pas organiser le territoire comme nous le souhaitons, et on remarquera que la cystite est un conflit plutôt féminin dans l'organisation du territoire, c'est-à-dire on ne peut pas gérer les comptes comme on veut, gérer sa maison comme on le souhaite, etc. C'est des exemples. À ce moment-là, ces femmes qui se sentent agressées vont mettre en place un programme biologique, une réponse pour mieux marquer ce territoire-là. Et qu'est-ce qu'elles vont mettre en place? Une cystite. Elles vont déclencher un symptôme qui va les pousser à uriner davantage pour mieux marquer un territoire, c'est-à-dire faire dans leur corps, dans leur biologie, ce qu'elles n'arrivent pas à faire réellement dans leur vie au quotidien. On appelle ça la biologisation d'un conflit ou le fait de réaliser dans sa biologie quelque chose qu'on n'arrive pas à faire sur le plan psychologique, intellectuel. Mais la maladie qui apparaît n'est pas liée au hasard, elle n'est pas un dérèglement et la santé à ce moment-là va se reconquérir en travaillant sur son histoire, sur ce pourquoi face à une telle situation conflictuelle on n'arrive pas à s'imposer, on reste dans une forme de soumission, on n'arrive pas à protéger son territoire. Tout ça va dépendre de notre histoire de vie et la santé va se reconquérir en cherchant à comprendre pourquoi on réagit ou pas comme cela. Donc, quatrième partie. Donc, une maladie n'est pas qu'un dérèglement, ni une simple élimination, ni la manifestation simple de notre force vitale. C'est bien plus que cela. Elle a un sens, elle est en relation avec ce que nous vivons et ressentons et fait partie de notre histoire, notre évolution. Ce que nous ressentons est aussi dépendant, bien sûr, de notre histoire personnelle et familiale. Croire qu'il suffit de manger mieux et d'améliorer l'état de son microbiote intestinal en prenant par exemple des probiotiques pour guérir par exemple d'une cystite est un mythe. En tout cas, moi, je n'ai jamais observé de guérison uniquement en modifiant une petite partie de notre alimentation. Je parle pour la cystite et dans ce cas de cystite répétitive. Par contre, les personnes qui ont amélioré leur situation conflictuelle, qui sont sorties de situations préoccupantes de ce type-là, ont vraiment réussi à envisager une guérison sur du long terme. Alors, il est intéressant de constater que si l'on associe santé et longévité, on va s'apercevoir que les facteurs de longévité
ce qui a permis à des centenaires d'arriver jusqu'à cet âge canonique, eh bien, le facteur principal de cette longévité, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, est un facteur psychosocial. C'est savoir par exemple que l'on peut compter sur les autres, qu'en cas de coup dur, le fait de pouvoir communiquer, exprimer ses ressentis, ses douleurs enfouies, limite au maximum l'état de tension et de stress dans lequel on est. Plus on est entouré, plus on se sent sécurisé, et ce serait un critère de santé très important. Donc je vous renvoie à mon podcast consacré à la longévité ou à mon livre de l'homme dévitalisé à l'homme vivant, où j'aborde tous ces aspects psycho-émotionnels de la maladie. Donc, revenons maintenant à un autre aspect. À cette opposition santé-maladie, je préfère parler plutôt de niveau de vitalité ou niveau de santé, ou encore mieux, niveau de développement personnel. La santé s'exprime en effet sur tous les plans de notre être. Physique, énergétique, vous l'avez compris, mais aussi psycho-émotionnel et spirituel. Alors, voici quelques principes pour améliorer votre niveau de santé dans chacun de ces domaines, dans chacun de ces plans qui font notre personnalité globale. Sur le plan physique, comme sur tous les plans, la santé se résume à amener toutes nos fonctions biologiques à leur maximum, c'est-à-dire au maximum de ce que vous êtes. C'est-à-dire à optimiser vos fonctions. Travailler dans le sens de la santé, c'est d'abord économiser les fonctions les plus fragiles, mais aussi développer tout en entretenant nos points forts. Et on cherchera à développer toutes nos qualités de façon harmonieuse. Alors sur un plan physique pur, les qualités, ça peut être la force, la vitesse, la souplesse, la coordination, la résistance, l'endurance. Certains devront par exemple davantage entretenir leur endurance car ils sont déjà souples, et inversement, il y en a qui sont déjà très résistants, très endurants, qui devront insister sur des paramètres de souplesse ou de coordination par exemple. Ce qui aura à long terme des répercussions sur notre capacité respiratoire, circulatoire, l'état de notre tonicité musculaire, de notre qualité osseuse, notre qualité cutanée, etc. On verra qu'il est important de veiller à économiser les fonctions aussi émonctorielles, c'est-à-dire nos capacités d'élimination. Ça, j'en parlerai plus tard. Mais un organe n'est jamais isolé du reste de l'organisme. On améliore les choses en santé, non pas toujours en stimulant. Vous avez tendance souvent à vouloir chercher des plantes magiques, faire des exercices intenses ou des techniques respiratoires, de relaxation, etc. Mais c'est d'abord en économisant des fonctions, par exemple par le jeûne, le repos, la méditation, la qualité du sommeil, que l'on améliore la santé plutôt qu'en ajoutant des choses. C'est ce qu'on voit dans la cure de désintoxication. Sur le plan énergétique, on veillera à entretenir nos capacités neuroglandulaires ou réactionnelles, c'est-à-dire notre capacité d'adaptation au stress, en soumettant régulièrement notre organisme à des contraintes mesurées. Alors il s'agit ici du principe de l'hormèse, j'en ai déjà parlé, vous avez déjà dû voir des vidéos à ce sujet-là. Notre organisme a besoin d'être stimulé en se confrontant à notre environnement, à des stress physiques, sensoriels, à condition bien sûr que ces stress, ces agressions, entre guillemets, ces contraintes, ne soient que courtes et suffisamment intenses. L'exposition au froid, par exemple, au chaud, à la pratique d'exercices physiques intenses, à la surrespiration, l'hyperventilation, la marche pieds nus, font partie des outils de cette approche. Mais on ne peut prétendre rester en bonne santé sans respecter un principe fondamental autour de cette hormèse, c'est l'alternance travail-repos. Sans phase de récupération suffisante, la restauration de notre énergie nerveuse est impossible. La reconstruction de nos tissus profonds, les réparations organiques ne peuvent avoir lieu sans une phase de repos suffisante. Alors attention, ce ne sont pas forcément les personnes les plus aguerries, les plus entraînées, qui vivent les plus vieux. Mais attention aussi, un minimum de stimulation est nécessaire pour que, par exemple chez les centenaires, pour qu'ils vivent vieux, on sait très bien que ces centenaires ont toujours été très actifs. Sur le plan maintenant psychologique, troisième dimension de l'individu, sur les 4, ou même spirituel, on va mettre la dernière aussi dedans, l'amélioration de la santé passera par une amélioration de notre niveau de développement personnel. La santé,
c'est aussi être capable de développer nos capacités de résilience, de rebondir face à l'échec, de lâcher prise dans certaines situations, de dépasser nos croyances et de nous libérer de nos peurs. Cet aspect se travaille en apprenant qui l'on est, d'où l'on vient, quelles sont les croyances qui nous ont été transmises inconsciemment. Alors cet aspect est souvent dans le monde de la naturopathie ou de l'hygiène vitale très négligé. Je ne parle pas de se détendre, de gérer son stress, de méditer ou de se relaxer. Je parle d'explorer réellement les zones d'ombre, ces zones qui font partie, dans lesquelles nous avons enfoui nos souffrances pour transmuter cette souffrance en un certain talent. On a tous des points de fragilité émotionnelle. Ça se traduit souvent par des réactions disproportionnées, des colères, on s'effondre dans des pleurs ou des paniques face à des stress qui paraissent des petites choses pour certains qui vous regardent vivre, mais pour nous, ça nous renvoie à des souffrances, à des histoires de nos vies, des mémoires inconscientes qui nous rongent de l'intérieur. Souvent des choses dramatiques que nous refusons de voir ou d'aller rechercher. Prenons une personne qui, dans la naturopathie, a une hygiène alimentaire quasi parfaite, qui jeûne de temps en temps, qui a des exercices au grand air, qui fait un métier qui lui plaît, qui se réalise. Imaginez que cette personne soit spoliée, fasse une faillite et qu'elle perde tous ses biens. Si, dans son mode de fonctionnement, depuis qu'elle est toute petite, elle se confond sa vie avec ce qu'elle possède, lorsqu'elle fera un tel stress, qu'elle perdra tout, cette situation sera tellement intolérable qu'elle sombrera par exemple, dans une pathologie comme un infarctus, lorsqu'on ressent par exemple la perte de territoire, ou une dépression intense, si elle ressent de la culpabilité et de la dévalorisation profonde. Toute sa capacité neuroglandulaire de réaction, sa force physique, sa vitalité, ne suffiront pas, car dans ce cas, la maladie est une réponse biologique parfaite à son conflit, le fait de tout perdre, et en relation avec son ressenti. Vous aurez beau améliorer votre alimentation, faire de l'exercice régulièrement, vous exposer au froid, au chaud, au soleil, vivre dans la nature, tout ça améliorera votre cadre de vie, votre bien-être. Mais si vous ne réglez pas les principaux traumatismes de vos vies, ce qu'on appelle les conflits psycho-émotionnels qui restent actifs en vous, alors votre quête de la santé optimale est vouée à l'échec. La santé, c'est aussi la capacité à rebondir face à des expériences douloureuses. Changer votre regard sur le monde, voir la vie sous un autre angle. Je sais qu'il est très difficile, si l'on ne s'est jamais posé ce genre de questions, de prendre un minimum de recul. Mais on pense que la vie est liée au hasard. En réalité, nous attirons à nous des situations, des événements qui nous mettent face à nos conflits non résolus. C'est-à-dire que notre cerveau inconsciemment va chercher à se libérer de ces stress, de ces traumatismes, de ces mémoires dérangeantes que nous avons refusé de voir pendant des années. Et il y a un jour où nous ne pourrions pas y échapper. Alors, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi ce sont toujours certaines personnes que l'on attire, pourquoi certaines personnes justement attirent toujours les mêmes bourreaux, ou pourquoi elles vivent toujours les mêmes échecs répétés, pourquoi elles répètent des accidents, pourquoi elles sont confrontées à des pathologies toujours identiques. Peut-être que la quête de la santé passe par la prise de conscience de ce que nos blessures du passé, nos mémoires enfouies, tout ce que nous avons refoulé de douloureux, eh bien, continue de nous imposer à vivre. C'est de ça dont nous avons besoin aussi de prendre conscience et de nous libérer. Nous sommes agis par notre souffrance et nous n'avons pas la vie que nous méritons. Nous avons la vie dont nous avons besoin inconsciemment, celle qui répond à nos besoins inconscients qui sont associés à nos croyances et bien sûr à nos traumatismes du passé. Alors voilà, j'espère vous avoir montré que la santé, c'est bien plus que simplement bien manger, vivre dehors, aller au contact de la nature et s'exposer à des contraintes énergétiques, etc. Bien sûr que tout ça compte et mon enseignement fait partie et montre que c'est très important, mais il y a bien d'autres choses. Allez chercher vos expériences douloureuses, faites de ce travail-là un tremplin pour avancer, mais même si c'est quelque chose d'abstrait, même si vous pensez ne pas avoir besoin de thérapeute. Commencez peut-être au début, bien sûr, à travailler sur les plans physiques, énergétiques, mais très vite, il va falloir que, après avoir passé ce cap
d'améliorer l'énergie vitale, eh bien vous alliez chercher ce qui vous dérange sur le plan psycho-émotionnel. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui de très important à ce sujet-là. Nous verrons ce qu'est l'énergie vitale dans une prochaine vidéo. Juste pour finir, je vous donne rendez-vous cette année pour de nombreux stages et en particulier à début de l'hiver 2021, donc en janvier 2021, tous les stages de base de naturopathie et bien sûr ceux qui abordent l'approche psychobiologique des maladies dans la région strasbourgeoise. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller consulter notre site alsacenaturo.com et abonnez-vous pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, c'était Jean-Brice Thivan.